Bon, bonjour tout le monde. Cette conférence a vraiment pour but de pouvoir parler avec vous. Évidemment, je vais parler de mon métier, de notre projet Carmen avec la Fabrique Opéra, mais on est là avant tout avec Emmanuel pour répondre à toutes vos interrogations sur nos métiers respectifs. Et je pense qu'il peut être intéressant, c'est de faire le lien entre ce vers quoi vous vous destinez professionnellement, la notion de direction que nous vivons au quotidien avec nos différents ensembles, que ce soit les chanteurs lyriques, les musiciens de l'orchestre, le staff administratif aussi, parce qu'on ne fait pas que diriger des artistes, on a aussi un travail aussi de chef d'entreprise qui est obligatoire maintenant dans nos métiers artistiques. On n'est pas que de simples artistes qui vivons d'amour et d'eau fraîche. Au contraire, on est avant tout des artistes qui sont très terre à terre et qui ont à cœur de pouvoir mener leurs entreprises comme il faut, donc à tous les niveaux. Vous parlez de l'opéra, bien sûr. Vous savez que l'opéra, c'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, l'art absolu. Et l'art absolu, pourquoi ? Parce que non seulement il y a de la musique, évidemment, il y a des musiciens, il y a des artistes lyriques, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi tous les métiers supports dont on a besoin pour faire que ce spectacle, ce grand concert, soit un concert qui propose aux gens de vivre une part de rêve, quelque chose d'assez grandiose. Donc il y a des décors, des costumes, des danseurs, de la logistique, du transport, de la machinerie, ingénieur du son, ingénieur lumière, créateur lumière. Donc on dit que c'est un art absolu parce que c'est un art qui renferme tous les corps de métier possibles. Et c'est un art aussi qui est quelque part en perdition, d'où le concept de la Fabrique Opéra. Pourquoi ? Parce que les gens, surtout en France, ont tellement des clichés en tête qu'on va essayer d'abattre les uns après les autres, j'espère aujourd'hui avec vous. Mais les gens ont tellement de clichés en tête, à savoir que la musique classique n'est pas quelque chose d'abordable pour nous, parce qu'on n'est pas formé depuis tout petit. Je parle pour nous, pour vous, d'une manière générale. Que l'opéra, on n'y comprend rien, donc c'est pas accessible. Que l'opéra, c'est trop cher, c'est vrai, mais dans le cas de la Fabrique Opéra, c'est moins cher. Donc on abat aussi un cliché économique. Que l'opéra, il faut avoir un certain standing quand on y va. C'est à moitié vrai, je dirais. C'est pas la peine d'aller en smoking pour assister à un opéra. Par contre, avoir un certain respect du lieu ou de la soirée, qui est quand même une grande soirée, on n'y va pas en short et en tongs ou comme ça. Mais c'est tout. Il n'y a pas de voilà, quelque chose qui sorte un petit peu du lot. Donc voilà, donc on essaie avec ce concept de casser un petit peu tous les clichés et d'amener un nouveau public à l'opéra. Et notamment vous, les jeunes, parce que pour avoir à de multiples occasions été enseignant, j'ai enseigné la musique dans des collèges pendant quelques années avant de vraiment sauter le cap et de ne faire que de la direction d'orchestre et direction de chœur. Je me rends compte que la plupart d'entre vous, n'ayant pas de formation de musique classique, pour beaucoup d'entre vous, vous vous dites que c'est pas du tout abordable. En plus, c'est ringard, c'est une musique de vieux, c'est fait par des vieux. Je pense que là, on vous prouve le contraire. Je vous rassure, on n'a pas les cheveux teints, on est quand même assez jeunes et l'un et l'autre. Je suis plus vieux qu'Emmanuel, mais en tout cas, je suis relativement jeune encore. Donc avant d'être vieux, il faut être jeune. C'est une évidence, mais qu'on oublie quand même très très souvent dans la musique classique. Très souvent, on a l'image des chefs d'orchestre très vieux avec des cheveux blancs qui ont du mal à se bouger. C'est parce quand en général, quand ils sont connus, c'est parce qu'ils arrivent en fin de carrière. Donc ils ont dirigé quand même 50, 60 ans derrière eux. Et voilà, moi j'en suis au stade où j'ai déjà 25 ans d'expérience. J'ai 45 ans, je ne suis pas encore vieux. Je suis en pleine forme. Et donc je vous montre qu'un chef d'orchestre peut être quand même relativement jeune. Et déjà, j'espère abolir un premier cliché que c'est fait par des vieux. L'orchestre, les deux orchestres que je dirige sont essentiellement des orchestres de jeunes. La moyenne d'âge est même pour l'orchestre professionnel, l'orchestre symphonique de Gironde, nettement moins élevée que la mienne, c'est plutôt la trentaine. Donc vous voyez, on a quand même, on abat encore une fois des petits clichés, et ainsi de suite. Donc la démarche aujourd'hui, c'est en répondant à vos questions, je pense que vous en avez beaucoup, essayer de vous convaincre que l'opéra
et en l'occurrence Carmen, c'est une expérience qui peut être très intéressante pour vous. Il y a toujours quelque chose à voir et à entendre dans un opéra. C'est l'opéra rêvé pour découvrir cet univers de l'opéra. Tout simplement parce que Carmen, c'est un opéra qui est en français et c'est l'opéra le plus populaire au monde à l'heure actuelle. C'est un opéra qui a eu énormément d'échecs lors de sa création. Il y a eu une multitude de faits qui ont engendré un échec cuisant lors de sa création en 1875 à l'Opéra Comique de Paris. Mais après, quand on s'est rendu compte que l'œuvre était géniale, très bien conçue, que le sujet moderne de cette bohémienne qui courtise un petit peu tous les hommes, qui les prend, qui les jette, c'est quand même des sujets qui sont modernes, courants. Je pense qu'on l'a tous plus ou moins vécu à un moment donné dans notre vie. Heureusement, malheureusement, j'en sais rien, mais en tout cas, on est tous amenés à le vivre. Que ce sujet-là, qui a énormément choqué à l'époque, maintenant ne nous choque plus, et que ça a trait à la vie courante, tous ces aspects-là font que Carmen est l'opéra le plus connu au monde, qui renferme énormément de tubes, c'est-à-dire toutes les musiques de Carmen sont archi connues. Certaines même, vous ne savez même pas que c'est de Carmen, et pourtant vous les connaissez. Vous les sifflotez, dès que vous les entendez, hop, elles restent en tête, et vous ne savez même pas que c'est de Carmen. Donc c'est vraiment l'opéra rêvé pour découvrir cet univers assez fantastique qu'est l'opéra. Je te laisse dire 2-3 mots parce que je suis très très bavard. Donc, que dire, parce qu'on va essayer aussi un petit peu d'orienter, enfin, en fonction évidemment de toutes vos questions, mais aussi sur cette thématique de la direction. Évidemment, dans une entreprise comme la Fabrique d'Opéra, où évidemment on cumule énormément de gens qui ne sont pas professionnels dans la manière, ou en tout cas qui ne le sont pas encore. En fait, quand on a un ouvrage, à mon avis, il y a deux manières de faire, quand il y a beaucoup de monde autour. Est-ce qu'on vise le résultat, ou est-ce qu'on se dit on va faire progresser tout le monde, et puis on verra à quel résultat on est arrivé. Notre choix avec Lionel, ça n'a surtout pas été de faire le second. Ça a été de se dire, nous, on veut un résultat pro. Point barre. Ensuite, qui on a? Alors là, on a des gens très très divers. On a évidemment des solistes professionnels qu'on a castés dans toute la France. Donc bon, eux, on va dire que c'est dans leur contrat. On a des musiciens qui, certains sont professionnels, d'autres sont des amateurs très éclairés. Mais le but, c'est de dire tout le temps, tu vois là-haut, on y va, et puis il n'y a pas de tu vas jusqu'où tu peux aller. Non, on va au bout. Avec les écoles, c'était la même manière, c'est-à-dire qu'il y avait des deadlines, etc. Et on n'a pas essayé d'avoir des décors un peu plus simples parce que des gens qui n'ont pas encore l'habitude. Non, il fallait mettre une exigence très très forte. Ça veut dire aussi des choristes amateurs qui ont à découvrir des choses, etc. On a essayé d'être très très exigeants. On a des enfants également, et j'avoue, pour ma part, mais j'ai l'impression que tu fais un peu la manière, c'est que voilà, nous on essaye d'être le plus exigeant possible et de parler avec des amateurs comme avec des pros. Et dans l'année, en général, même au départ, on a un petit peu des plaintes, en général. C'est-à-dire dire, mais vous vous rendez pas compte, on a un travail à côté, on apprend lentement. L'important c'est de dire, oui, on comprend. Mais maintenant tu le fais. Et pas se poser trop de questions. Ça a été un petit peu dur par moment pour eux, mais finalement, on a tellement eu pour le résultat, et finalement, eux se rendent compte que c'est comme ça qu'on progresse, en se mettant des objectifs très très importants. Après, voilà, toujours dans cette thématique de la direction, nous, ce qu'il fallait, c'était le temps, par contre, qui est différent. Ce qu'on peut exiger en 2 heures avec un pro, mais ça prend un peu plus de temps avec un autre. Mais voilà, je voulais dire ça sur ce thème-là. Je vais rebondir sur un point. Ce qui est important, je pense, à prendre en compte, c'est l'exigence que l'on doit avoir dans ce type de métier, que ce soit Emmanuel pour la mise en scène ou moi la direction. Exigence de qualité, ça veut dire qu'on a une obligation de résultat. Comme le disait Emmanuel, on parle toujours avec un discours professionnel, quels que soient les gens qu'on a en face de nous, et c'est quelque part l'école de la discipline. C'est avant tout ça. Les répétitions, on a fait le week-end dernier répétition avec tout le monde, les musiciens ils sont 80, les choristes ils sont en tout 70, et encore on n'avait pas les enfants, donc il y a une 50aine d'enfants. Donc à diriger, à manager, ça fait en gros 150 personnes
si chacun commence à s'éparpiller, à discuter, voilà ce que l'on peut avoir dans des salles de cours, par exemple, et vos enseignants qui sont sans arrêt en train de vous demander attention, il faut une certaine rigueur. Pour nous, c'est quasiment obligatoire. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix, et c'est les seules fois où je m'énerve jamais, mais c'est les seules fois où je hausse le ton. C'est que j'ai une exigence de discipline, et il faut que les gens l'entendent et le comprennent. Et il ne faut pas qu'il y ait de refus d'autorité, parce que ce n'est pas une autorité malveillante. C'est au contraire une autorité bienveillante dans le but d'arriver à un résultat professionnel, efficace, dans un temps imparti. Je vous disais tout à l'heure, ça fait 25 ans que je dirige des ensembles divers et variés, amateurs, professionnels, en France, à l'étranger, un peu partout. On a toujours cette notion de temps qui est très très importante. Si je sais que j'ai 4 heures de temps, je ne vais pas avoir le même discours et la même attitude que si je sais que j'ai 10 heures de temps pour monter un projet. Vous voyez, donc il y a cette obsession du temps qui court, parce que le temps c'est de l'argent, évidemment. Hein, moi, très souvent, ça m'est arrivé, notamment quand j'ai dirigé en Autriche ou en Allemagne, où on me disait tu as une semaine de répétition, donc c'est des répétitions de 3 heures. J'avais une répétition par jour avec orchestre, et puis voyant que les 2 premiers jours se passaient bien, on me sucrait une voire 2 journées, parce que c'était pour eux une façon de faire des économies, et que ça marchait bien. Quand ça marche, voilà, mais c'est l'exigence de discipline et d'une certaine rigueur. C'est ça, en fait, un petit peu notre spécificité dans le milieu artistique. Les gens ont souvent l'impression qu'on est un petit peu foufou, qu'on part un petit peu dans tous les sens, qu'on ne sait pas trop se gérer. Bien sûr, il y a des gens comme ça, mais ils ne sont pas forcément artistes, hein. On peut avoir des gens dans la vie courante qui sont un peu foufous, qui ne savent pas se gérer, qui ne savent pas gérer leur plan de carrière. Et je pense que la différence entre un artiste qui réussit et un artiste qui ne réussit pas, c'est pas qu'il n'est pas bon, c'est que quelque part, il ne sait pas se gérer. Et dans la vie de tous les jours, on peut retrouver exactement le même paramètre, à mon sens. Par contre, voilà, si on a cette rigueur et cette exigence de rigueur et de discipline, c'est super, merci, ça marche. Voilà, j'en ai trop dit, je vous laisse à vos questions. Oui, on va commencer de suite. Peut-être avec quelques questions du public. Bonjour. Bonjour. Alors, Lionel, je me suis un peu renseigné sur... Oui. Oui, non, mais je voulais m'adresser à... Emmanuel ou Lionel? Alors, le chef d'orchestre. Ok, très bien. Donc, pour être sûr, c'est bien vous qui avez créé en 2008 Mini Concert. Très bien. Donc, il s'agissait de concevoir des concerts destinés à un très jeune public. Vous participez aujourd'hui à la Fabrique Opéra, donc une initiative qui fait participer des lycéens, des étudiants et des apprentis dans sa mise en œuvre. Donc, je voulais vous demander comment vous expliquiez ce désir de sensibiliser un jeune public justement à l'opéra. Alors, si ça marche. Sensibiliser les jeunes déjà à notre univers. Les mini-concerts, je les ai créés avec un seul but. Je suis allé voir une école, ça a été facile, c'est l'école où travaille mon épouse. Donc je suis allé voir une école maternelle, je leur ai demandé ce qu'elles attendaient ou ce qu'elles attendraient, toutes les enseignantes, avec des femmes, d'une action avec orchestre pour les enfants des écoles maternelles. On en a déduit, je suis ressorti avec 2 feuilles. Une feuille avec ce qu'elles attendaient, ce qu'elles souhaitaient. Il y avait très peu de choses, parce qu'elles n'avaient pas trop d'idées. Et une feuille avec toute leur expérience passée de tout ce qu'elles ne voulaient plus. Et là, par contre, j'avais un pavé. Et de ce pavé négatif, j'en ai tiré une action positive. Donc avec un rituel de présentation des instruments, d'un répertoire. Le but étant d'amener un nouveau public, c'est exactement pareil que pour la Fabrique Opéra, de faire découvrir, éveiller un nouveau public à notre univers. Encore une fois, toujours avec cette idée d'abolir un petit peu tous les clichés, et les enfants, les tout petits qui sont vierges de tout, ils absorbent avec une rapidité parfois même déconcertante dès qu'on leur propose un concert, qu'on leur présente des instruments, qu'on leur présente un compositeur. Ils ne retiennent jamais
ce qu'on pense qu'ils vont retenir. C'est assez surprenant d'ailleurs quand on a les retours de ces petits-là. Mais c'est toujours passionnant parce qu'il en ressort toujours quelque chose et ce sont des enfants qui sont marqués à vie de leur expérience de venir à un concert. La Fabrique Opéra, c'est la même chose. Le concept de la Fabrique Opéra, c'est pas moi qui l'ai créé pour le coup. Je suis parti d'une idée qui a été mise en place, créée par un autre chef d'orchestre qui réside à Grenoble. Il a monté son concept de la Fabrique Opéra à Grenoble, il s'appelle Patrick Souillot. Il est parti de statistiques du ministère de la Culture qui sont catastrophiques sur l'état de la culture en France. On s'en doutait, mais là on en est sûr. À savoir que seulement 4% des Français vont à l'opéra chaque année. 4% des Français. L'opéra est un outil culturel qui est parmi les plus chers. C'est ce qui demande le plus d'argent. Les maisons d'opéra en France, il n'y en a pas beaucoup, je dirais peut-être heureusement. Il n'y en a pas beaucoup parce que c'est des structures qui vivent avec en gros 80% de subventions d'État. C'est-à-dire que quand vous sortirez de l'IUT, que vous aurez un travail et que vous paierez vos impôts, une partie de vos impôts servira à payer un art pour lequel vous n'allez pas. Puisqu'il n'y a que 4% des gens qui vont à l'opéra. Donc quand on fait ce rapport-là, on se dit mais ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. En plus, le public de l'opéra est un public de plus en plus vieillissant. Depuis 30 ans, ce public prend un demi-an par an. Il n'y a que, je crois que la moyenne d'âge est autour de 60 ans d'ailleurs, pour les habitués, les abonnés de l'opéra en France. Donc la jeunesse, il n'y en a pas du tout. Donc petit à petit, on va arriver à une raréfaction du public, d'un art qui coûte extrêmement cher, que nous payons tous et nous n'en profitons pas. Donc l'idée de la Fabrique Opéra, c'est de se dire, si on travaille avec des établissements de formation professionnelle, qu'on implique des jeunes dans tous les métiers supports dont on a besoin, les décors, les costumes, maquillage, coiffure, logistique, tout ce qui peut même vous concerner, génie mécanique et autres à l'IUT, le fait de faire vivre ces jeunes de l'intérieur l'aventure de l'opéra, on va peut-être essayer d'inverser la tendance et de faire que ce public-là aimera l'opéra et ira après de lui-même à l'opéra. À la Fabrique, comme à l'Opéra de Bordeaux, peu importe. Moi, je ne travaille pas que pour moi. C'est-à-dire les mini-concerts même, c'est cette action que je fais pour les maternelles et les élémentaires, là en partenariat avec le rectorat à partir de la rentrée vers les collèges et les lycées. Donc ma boucle de formation pédagogique, si vous voulez, elle est complète. La démarche, ce n'est pas que les gens viennent voir du Gaudin-Villard quand ils seront adultes, je m'en fiche royalement. Le tout, c'est que on forme un public, ou qu'ils aillent voir Emmanuel Gardeil, mais le tout, c'est de former un public qui ira de lui-même assister à un concert de musique classique, saura que c'est fait pour lui, que c'est abordable, qu'il peut l'apprécier. Et c'est ça la démarche. Et là, on inverse la tendance. Donc c'est un travail de fond qui va se faire sur plusieurs générations. Je pense qu'on n'aura pas terminé. Je serai très probablement mort. Mais en tout cas, il y a une lame de fond qu'on essaie de mettre en place. Les mini-concerts, ça va faire 8-9 ans que c'est en place. J'ai 40 000 enfants qui viennent assister à ces concerts tous les ans. 40 000 enfants. Et le succès est croissant. On a 5 000 enfants de plus par an. Donc vous voyez, il y a une très forte demande en fait. À force de dire que la culture n'est pas faite pour les gens sont convaincus que la culture n'est pas faite pour eux. Pourtant, quand on leur montre que la culture est quelque chose qui peut être abordable, qui peuvent l'apprécier, la comprendre, on se rend compte que les gens sont gourmands de culture et n'ont envie que de culture. Et j'irai même plus loin, c'est dans la démarche, une société qui n'a pas de culture, pour moi, c'est une société qui est en pleine décadence et qui ouvre les portes à toutes les dérives possibles que malheureusement nous vivons au quotidien à l'heure actuelle. Vous voyez, une société qui se repose sur sa culture, sur son histoire, sur son patrimoine, je ne fais pas de politique, hein, je suis vraiment absolument pas politique, mais une société qui se repose sur sa culture et son patrimoine, on a affaire à des gens qui sont à l'aise dans leur basket, à l'aise avec leur société, à l'aise avec leur patrimoine, et qui sont capables d'une certaine réflexion. Et on a des gens et une société qui évolue comme il faut et non pas qui dérive. Voilà le fond de ma démarche. Et si je peux ajouter un tout petit point, avec le constat d'une moyenne d'âge de 60 ans, on pourrait se dire, mais le problème, c'est intrinsèquement que l'opéra ne s'adresse qu'à des gens de cet âge-là. Mais en fait, c'est la mauvaise analyse, tout ça, parce que si ça prend
tous les ans, 6 mois, et surtout, il y a cette statistique depuis 30 ans, mais surtout l'opéra a longtemps été un art très populaire et suivi par tous. Évidemment, le cinéma et surtout la télévision a fait beaucoup de mal aux gens. Les gens sortaient. Ça marche? Non? Ça marche. Les gens sortaient, allaient au spectacle. Donc en fait, ce qu'on essaie surtout, c'est de leur dire, mais ressortez. Ressortez, c'est pas parce que vous avez 30 ans que vous êtes obligé de regarder la télé et d'attendre 70 ans pour aller à l'opéra. Mais parce que intrinsèquement, les ouvrages et les mises en scène de plus en plus modernes, etc., n'ont pas pour but de s'adresser à un public un peu plus âgé, ou on va dire un peu plus réac, absolument pas. Il y a même des fois des mises en scène qui sont très très modernes et beaucoup de têtes blanches dans la salle, et ça fait bizarre. On se dit, mais on a mal fait le casting de l'auditoire. Voilà. Bonjour, moi j'avais une question pour vous. Concernant la mise en scène, est-ce que vous vous exigez des restrictions par rapport à la tradition ou la mise en scène, vous la faites comme vous semble? Ah, d'accord. Bon. Non, c'est une très bonne question. Je ne sais pas si vous avez vu le film Roma de Fellini, où à un moment il y a plusieurs épisodes différents de Rome. Je ne suis pas en train de divaguer, hein, je reviendrai sur le sujet, ne vous inquiétez pas. Et à un moment, il y a Fellini qui se met en scène dedans et qui est interviewé par justement des jeunes comme vous, et qui lui disent, mais vous devriez montrer les jeunes, vous devriez montrer, et puis il pose des questions un peu sociétales, etc., des trucs un petit peu, et on sent que ça l'ennuie un petit peu. Et il dit, je crois qu'il faudrait faire ce que l'on sent. Donc voilà. Alors maintenant, pour répondre plus précisément, parce qu'on sentait qu'en fait, s'il se met en scène dedans là, c'est qu'il explique un petit peu tout son ouvrage, c'est-à-dire ne cherchez pas trop à étudier mes films, mais regardez-les et vivez-les. Alors ça, c'est très très large comme question. Évidemment, il y a des restrictions d'abord qui sont, parce que comme il disait, on est sur du concret. Si je lui dis, écoute, je vois 50 taureaux qui rentrent sur scène, il va me dire, c'est très joli, c'est ingérable. Voilà, c'est trop cher, c'est n'importe quoi. Voilà. Donc déjà, on ne peut pas partir dans n'importe quel délire. Ça, c'est la question de quand tout te bête. Ensuite, il y a comment se dire, c'est pas que les manières, c'est les buts en fait qu'il faut un peu gérer. C'est-à-dire qui on a en face. On a là, typiquement, on va avoir un public qui va être composé de gens qui n'ont jamais vu un opéra, qui connaissent même pas l'histoire de Carmen, et des gens au milieu qui ont déjà vu Carmen 8, 9, 10 fois. Voilà, dans plein de mises en scène, avec des trucs très très à l'ancienne, avec les castagnettes, ça fait un peu carte postale et bien kitschouille. D'autres qui ont vu des super prods énormes dans des arènes ou des trucs comme ça, bon, très bien. D'autres qui ont vu des versions allemandes qu'on trouve sur Arte à 3h du matin avec Carmen en jean et Escamillo en transsexuel. Bon, voilà. Donc, il faut gérer avec tous ces gens-là. Alors là, à ce moment-là, il faut être serein et se dire, attends, là, justement, revenir. Qu'est-ce que je sens par rapport à l'ouvrage? Mais il y a une petite visée un peu pédagogique. Si on commence à se dire, moi je sens ça, et puis si vous n'aimez pas, tant pis, on perd un peu. Il y a quand même un échange. Alors du coup, si on est en face de quelqu'un et qu'on a envie de lui montrer quelque chose et qu'on a envie que ça lui plaise, ce qui ne veut pas dire non plus être, comme on dit en spectacle, être pute. C'est-à-dire se dire, je vais faire exactement ce que tu veux. Ça, c'est pas bon non plus. Il faut être juste. Tout ça, c'est une affaire d'équilibre, en fait. Et c'est vrai que si on aime un ouvrage, on nous le confie. Bon, Lionel, quand il m'a dit, je te confie la mise en scène de Carmen, bon, j'ai failli péter le plafond tellement j'ai sauté haut de joie. Après, on se dit, bon, ben, on aime Carmen, il y a des choses qu'on ne veut plus voir dans cet opéra, il y a des choses qu'on imagine dedans, mais il y a une sorte de respect de ce compromis. Moi, j'ai pas envie de mettre sur la... Il y a des gens qui sont ravis quand on les siffle ou des trucs comme ça. Ça fait le buzz, très bien, ils se drapent dans leur... je suis génial, personne ne me comprend. Voilà, le romantisme a fait beaucoup de mal dans l'artiste maudit, qui est une connerie. Les artistes maudits, ne cherchez pas à être maudits, sinon c'est pas des artistes. Donc il faut essayer, il y a une échange qu'il faut essayer de trouver, mais faire confiance en ce qu'on a sans se donner des carcans esthétiques
trop précis. Et ensuite, en restant dans les problématiques, c'est-à-dire que si je lui avais dit je vais couper l'air d'Escamillo et tel endroit et tel truc, il va me dire non. Ça, c'est des contraintes de l'ouvrage. Voilà, si je lui avais dit je veux 10 choristes, il va me dire non. J'en veux 300, non plus. Voilà, on voit ce qui est... Donc finalement, les contraintes aident aussi un peu aussi à la créativité. C'est tout le génie des Alexandrins, évidemment, etc. La contrainte principale étant l'œuvre écrite par le compositeur. C'est-à-dire qu'on part d'une partition, celle écrite par Georges Bizet, et à partir de cette partition, vu que c'est un opéra, c'est une histoire qui vous est racontée, à partir de cette histoire et de la lecture musicale qu'en donne Georges Bizet, il faut après qu'Emmanuel en fasse sa propre lecture personnelle et que moi, avec la partition, j'en fasse ma lecture également personnelle et qu'on arrive à unir les deux. Voilà, la contrainte, elle est là. Mais on part d'un cadre qui est très précis, c'est cette partition. On ne peut pas la dénaturer, on ne peut pas faire n'importe quoi avec. On est obligé de suivre les indications que nous a données Georges Bizet au départ, parce qu'il a conçu d'une manière très précise, avec une notion de tempo, de vitesse de chaque morceau qui est très précise, qui est plus ou moins, on va dire, subjectif, parce que la notion de tempo, c'est quelque chose qu'on ressent en son fort intérieur. Donc même s'il vous dit, là, je veux que ça soit à telle vitesse, je suis sûr que même quand il a créé la partition, il a dû difficilement arriver à avoir une lecture parfaite de ce qu'il voulait lui, en tant que compositeur, quand il était à sa table et qu'il écrivait. C'est quasiment impossible. Un compositeur va créer quelque chose, à partir du moment où c'est sur papier et la partition est confiée à un chef d'orchestre, ça lui échappe. Immanquablement. Bonjour, je voudrais juste savoir comment vous avez aimé l'opéra et quel a été le premier opéra qui vous a fait aimer, ou s'il y en a un qui vous a marqué plus que les autres. L'un comme l'autre. Je commence, je vais faire très bref. Alors j'ai toujours aimé l'opéra. Oui, j'essaie de remémorer, de remonter un petit peu en enfance là. Non, j'ai toujours aimé l'opéra. Peut-être l'un des opéras que j'aime vraiment beaucoup, il y a Carmen évidemment de Georges Bizet. C'est une œuvre qui m'a toujours bien intéressé. J'ai une grande période où j'écoutais énormément. Là, j'avais à 10 ans à peu près, mais alors je passais en boucle les vinyles de Jacques Offenbach. J'adorais ça, ce répertoire-là. Et après, j'ai eu toute une vague Mozart, Verdi, Wagner. J'ai passé des étés entiers à écouter Wagner avec les follets fermés dans le noir. Enfin bon, voilà. Non, mais bon, je suis un peu fou aussi. Et le premier opéra que j'ai dirigé, c'était un opéra comique. C'était Orphée aux Enfers de Jacques Offenbach. Voilà. C'était le tout premier, hein, c'était ça la question. Oui, alors moi je suis un peu né dedans parce que mon père est baryton, donc a fait toute sa carrière en tant que chanteur lyrique. Et petit, il y avait une cassette vidéo de FR3 à l'époque où il avait chanté le rôle de Don Juan, qui avait été repris, je ne sais plus, à Nantes peut-être, ou quelque chose comme ça. Donc c'était quelque chose que, alors évidemment, sans vraiment comprendre les thèmes, parce que Don Juan à 6 ans, c'est quand même un peu abstrait. Sauf qu'au début, c'était génial parce qu'il avait une épée et il tuait quelqu'un. Donc à 6 ans, j'en ai pas assez parlé mon psy d'ailleurs de tout ça, mais c'est assez génial. Donc je me regardais le début, je me dis c'est trop fort, il a une épée, il tue les gens, je trouvais ça génial. Donc voilà, j'ai beaucoup regardé cette vidéo et résultat, je jouais avec mes cousins au lieu de jouer aux pirates ou aux trucs comme ça, j'avais carrément mis en scène avec du playback mes petits cousins, notamment, enfin quand j'y pense, j'avais 9 ans, j'avais un cousin de 6 ans, tout complexé, où je faisais faire Don Juan, c'était hyper crédible. J'avais mon petit frère, Philippe, tu sais, qui est maintenant baryton, qui avait 2 ans et demi, qui faisait le commandeur. Donc bon, voilà, c'était très très crédible tout ça. Mais enfin, on jouait à ça et c'était rigolo, on s'était même filmé sur ça. Et donc finalement, j'avais un peu commencé la mise en scène vers l'âge de 9 ans. Voilà, donc ça a été ça mon gros souvenir. Et donc un pied total quand j'ai pu le mettre en scène, où d'ailleurs Lionel ensuite a dirigé Don Giovanni, avec effectivement le petit bambin commandeur qui était devenu un Don Juan. Qui là par contre savait de quoi il parlait. Voilà. Bonjour. Donc c'est pour revenir au projet. Donc on connaît les motivations donc, de la Fabrique Opéra, donc démocratiser, faire évoluer le rapport qu'ont les gens avec l'opéra. Mais pensez-vous que votre implication dans ce genre de projet, ça participe aussi à faire évoluer vos métiers respectifs? C'est un peu compliqué.
Alors, moi j'avais un... Je pense en... Ça marche, pardon. En fait, je crois qu'on s'était déjà préparé à ce type de projet dans l'Alliance où on avait déjà travaillé avec beaucoup de professionnels et on savait également faire travailler des amateurs et des enfants. Donc déjà dans ce sens-là, on y était. Par contre, pour ma part, je ne l'avais pas fait dans des contextes aussi importants. Donc ce qui a fait évoluer, moi, c'est que c'est ma plus grande scénographie. C'est la première fois que je travaille sur 22 mètres d'ouverture, des décors aussi importants, etc. J'ai plutôt fait, j'allais dire, à peu près dans le même type d'énergie, mais avec des groupes un peu plus restreints. Donc ce que ça, j'ai trouvé, oui, moi, là où ça m'a fait évoluer, puisque c'était ça la question dans l'année, d'abord je me suis rendu compte qu'un projet 10 fois plus important, c'est 50 fois plus difficile, tout simplement. Et donc voilà, donc après j'allais dire des responsabilités quand même qui sont un peu plus grandes et on apprend à avoir un peu de bouteille, à délayer, j'allais dire à étaler, puisqu'il y a plus de monde. Donc il y a plus de gens qui pourraient être plus lents, il y a des enjeux financiers plus importants. Donc c'est aussi étendre sur l'année tout un spectacle. Hein. Alors que quand on a une équipe un peu plus rodée, un peu plus fine, qu'on connaît, on peut faire ça sur un laps, j'allais dire, on va dire de 3 mois. Je ne parle pas de l'aspect création, je parle du rapport avec les autres. Et là, ça doit s'étaler beaucoup plus. Donc c'est vrai que là, m'a été imposée par exemple une scénographie très précise dès octobre. Ce que je n'avais jamais fait avant, par exemple. Donc voilà. Donc j'allais dire que ça m'a fait progresser moi sur l'anticipation et sur les responsabilités et sur un impact un peu plus grand. Est-ce que ça m'a fait évoluer? Alors j'aurais tendance à dire oui parce qu'on est toujours en évolution. Faire évoluer le métier, non, parce que c'est quand même un métier assez rigide. Par contre, la lecture qu'on en donne auprès des gens, oui, l'image change. Parce que le concept de la Fabrique Opéra vous permet d'être vu par énormément de gens au quotidien, de gérer des gens en répétition, en réunion, comme ça. Donc ça permet une ouverture beaucoup plus importante que ce que je peux avoir avec mon orchestre professionnel ou les autres ensembles. Donc à ce niveau-là, oui. Et comme je suis dans une logique depuis des années d'ouverture au maximum, d'amener les gens dans notre univers, à leur faire comprendre notre métier respectif d'artistes, de musiciens, comment on s'y prend. Je vous disais tout à l'heure, faire bien comprendre aux gens cette notion de rigueur, de discipline qui est notre quotidien. Je suis issu, comme Emmanuel, d'une famille de musiciens. Le jour où j'ai dit que j'allais faire ce métier-là, tout le monde m'a traité de fou. J'avais des professeurs de piano, d'orgue, de formation musicale. J'ai un cousin qui est concertiste aussi. Il me dit, mais ça va pas, n'importe quoi, ce métier de chef d'orchestre, il y en a très peu qui réussissent, tu vas finir sous les ponts, tu vas pas vivre. Bon, ben là, j'en vis bien. Je roule ma bosse, je crée mes outils. J'ai un pont assez confortable en définitive. Il faut se battre. Voilà, mais alors l'évolution, je vous dirais, elle est constante parce qu'il faut sans arrêt se remettre en question, sans arrêt convaincre les gens de vous suivre et de l'intérêt de vous suivre. C'est toute la difficulté, c'est toute la problématique. En tout cas pour moi, personnellement, quand vous prenez en main, je dévie un petit peu de votre question, mais mais ouais. Ça commence. C'est le matin. Je vous dis oui, évolution constante, oui. Évolution dans la manière de travailler, non. Parce que je suis obligé de travailler avec un cadre extrêmement précis et rigoureux. Et donc, j'amène plutôt les gens à travailler à mes conditions plutôt que de trop laisser le choix aux uns et aux autres de me dire comment ils souhaiteraient travailler. Ça devient infernal. C'est pas possible. C'est une forme de dictature douce, mais c'est obligé. Donc, je vous dis, l'évolution, oui, dans les rapports avec les uns et les autres. Au fond, dans le travail pur, non.
Alors ça rejoint un tout petit peu quand même des éléments que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en tout cas par rapport à la mise en scène, je trouve que ça met une responsabilité forte à ne pas être snob, par exemple, et se dire je fais ce que je veux. C'est prendre en considération qui on a en face. On a des enfants, on a des gens qui ne connaissent pas l'opéra, on a des jeunes, et il faut qu'ils puissent aimer ce genre, mais ça ne veut pas dire non plus préfabriquer un truc pour eux. Le but, c'est pas de faire le McDo de l'opéra, mais c'est plutôt de les faire venir. Donc ça donne une vraie responsabilité. Donc là, oui, il y a des choses trop abstraites. Il y aurait même eu des idées que j'aurais pu avoir envie de faire, mais où je me suis dit, attention, ça ne parle que aux gens qui connaissent déjà très bien Carmen. Et là, ça voudrait dire ne pas avoir pris en considération qui y avait en face. Donc je pense que des initiatives comme ça, c'est bien, parce que sinon il commence à y avoir, c'est un peu en vase clos, entre, par exemple, il y a un truc qu'on entend souvent quand on voit une mise en scène, c'est « Ah oui, mais ça on l'a déjà vu ». Oui, c'est pas fort, ça peut être, on l'a déjà vu et c'est toujours nul, donc il faudrait peut-être arrêter, mais si c'est un truc qui est bien, on l'a déjà vu, mais il faut le garder. On change pour changer. Bon, mais c'est comme dans les défilés de mode, quand on voit des trucs un peu barrés de temps en temps, on les met pas. Après, on les met pas dans la vie, de toute façon, donc ça sert à rien. Donc le but, voilà, c'est plutôt de pas tomber dans le prêt-à-porter, mais un truc un peu luxe qui soit pas non plus un truc débile. Donc je crois que des initiatives un peu plus populaires, on va dire comme ça, amènent un peu à recadrer, à pas faire n'importe quoi. C'est un peu comme en musique, par exemple, dans le XXe siècle, normalement la musique évoluait, était de plus en plus complexe harmoniquement. Fin XXe, la musique contemporaine, quand Mozart faisait de la musique contemporaine, c'est-à-dire de son époque, tout le monde aimait. Ça a été pareil jusqu'à Puccini, voire Poulenc, etc. Donc là, on est en 1950. Après, pardon, j'ai rien contre lui, mais quand Boulez est arrivé, tout ce qui est musique contemporaine, d'ailleurs, D'abord, ça ne parle à personne, manifestement, à part peut-être 3 personnes qui font déjà du piano. Et c'est des trucs, ça fait... Bon, c'est des trucs à la con qu'on écoute à 4h du matin quand on n'arrive pas à dormir sur France Musique. Et ça ne fait pas évoluer ça, parce que ça, c'est en vase clos entre gens de conservatoire, entre pros. Alors là, on a coupé complètement avec le public. Et du coup, on rame pour ramener les gens. Ça aussi, ça fait beaucoup de mal. En plus, les Américains, par contre, ils n'ont pas eu ça. En parallèle, ils avaient Bernstein. Ils avaient West Side Story, ils avaient des trucs, des trucs qui étaient gonflés musicalement, mais qui ne coupaient pas du tout avec le monde, qui continuaient à plaire. Et c'était quand même audacieux. Donc, on ne va pas dire qu'on essaye de faire du Bernstein, mais enfin, il y a ça, quoi. C'est de se dire, il faut plus du tout, faut arrêter maintenant de se couper des gens qu'on a en face. Y a-t-il eu des difficultés qui vous ont donné envie de baisser les bras? Vous voulez dire hier après-midi, hier matin, avant-hier? Lui, il est très résistant. Moi, j'ai l'air plus fatigué, donc c'est pour ça que vous me dites ça, c'est ça? Oui, il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps. Nous, quand on a commencé le projet, franchement, on savait à quoi s'attendre, mais pas autant. Là, c'est vraiment... on en a parlé depuis avec le directeur technique, par exemple, qui est un habitué, qui l'a déjà fait à Grenoble, ce type de projet, et qui nous a dit ah oui, non, mais les cocos, une fabrique opéra, c'est un péplum. Nous, on ne se rendait pas compte au début, on se disait oui, il y aura un chœur, il y aura ci, il y aura ça, on organise, et puis à la fin, par exemple, à Angoulême, on a 70 coiffeurs et maquilleurs. Il faut imaginer la totalité du staff, quoi. On est peut-être... Oh ouais, au moins. À mon avis, on est entre les musiciens, les choristes... Bon, il y a un nom qui est monstrueux. Voilà, évidemment, les coûts. Moi, je suis dans une petite compagnie. Bon, de temps en temps, des fois, il faut éponger. On a un peu perdu d'argent sur tel projet. Bon, là... il faut rajouter un zéro à tout. Donc évidemment, ça fout du stress. Ça met du stress. Donc oui, il y a des moments où on a envie de baisser les bras. Après, il y a des très beaux moments qui quand même nous réveillent. Quand on voit les gosses
au taquet comme ça, qui jouent, qui ont bossé. Quand on voit que les gens ont travaillé chez eux, etc., on a des beaux moments. L'arrivée des solistes, la réaction, on a un très très beau plateau. On est très content parce qu'on n'a que des chanteurs qui ont l'âge du rôle. Et c'est super, parce qu'il n'y a rien de pire que un jeune amoureux qui finalement a plus de cheveux et atteint plutôt les 100 kilos et qui pourrait être le père de Carmen. Ça, c'est pas terrible. Et malheureusement, c'est ce qu'on peut avoir dans certains théâtres. Là, tout le monde a l'âge du rôle, donc tout est crédible. Et ce qui est d'autant plus important, maintenant que les gens voient beaucoup de films, ils ne supportent pas un retour en arrière de quelque chose de pas crédible quand ils voient du théâtre. Donc voilà, donc tous ces éléments, ça a été bien, ils étaient à la fois sympas et très doués et travailleurs. Donc toutes ces choses-là, ça nous a un peu reboosté. Mais oui, les difficultés sont très nombreuses et des fois on baisse les bras. Enfin, pour ma part. Tu veux dire quelque chose ? Alors je vais juste rajouter un point, c'est pas tant le problème artistique qui peut nous rebuter, nous faire baisser les bras, c'est plutôt l'organisation, la part administrative, pour laquelle, pour la Fabrique Opéra, je suis porteur de projet, donc je suis responsable du projet de la Fabrique Opéra Bordeaux-Aquitaine. Même s'il y a une association, un président, des collaborateurs salariés, des bénévoles, même s'il y a tous ces gens-là, quelque part, je me sens responsable de tout ce qui se fait. Et quand ça ne marche pas comme on l'avait prévu, anticipé, et qu'il y a des variables qui peuvent nous dépasser un petit peu, voilà, là on peut avoir envie de baisser les bras. Par chance, j'ai une nature très optimiste et je pars du principe que à chaque problème sa solution. Donc je suis plutôt à me retrousser les manches, à étudier ce qui ne va pas, pourquoi ça ne va pas, et à trouver les solutions en permanence, plutôt que me dire bon, c'est bon, j'en vois tout balader, il m'agace, voilà. Mais malheureusement, on a la même problématique que n'importe quel chef d'entreprise qui, au quotidien, est confronté à des problèmes divers. Et voilà, il faut le gérer, sinon on ferme la boîte, quoi. Et c'est pas le but. Il faut aller jusqu'au bout. Donc c'est une question qui part peut-être un peu d'un préjugé, mais vu que le thème d'aujourd'hui, c'est aussi intéresser les jeunes, je me posais quelques questions déjà sur les limites de l'opéra, sur le fait que ce ne soit pas un art qui se renouvelle à la même vitesse peut-être que le cinéma, c'est-à-dire qu'on a peut-être une poignée de films tous les mercredis à voir, par exemple pour les jeunes, alors que ce n'est pas forcément pareil pour l'opéra. Carmen est apparu par exemple en 1875. Et donc proposer ça pour des jeunes, c'est un peu, ça pose une question. Et puis aussi sur les limites de ce que l'on peut faire dans l'antre d'une opéra. C'est-à-dire que pour le cinéma, il y a toujours de la post-production, des effets que l'on peut rajouter derrière, de la sono, alors que pour l'opéra, ce n'est pas forcément pareil. Alors c'était surtout ce genre de questions-là que je me posais. Alors pour la première question, oui, ça rejoint un petit peu ce que disait Emmanuel tout à l'heure. On assiste malheureusement dans notre univers classique, on va dire, à une coupure avec le public. C'est-à-dire qu'on vit sur des œuvres du passé et on a du mal à se faire à des œuvres du présent. Parce qu'il y a une déconnexion totale entre les créateurs actuels de musique classique avec les attentes réelles du public. Ceux qui ont vraiment répondu à cette question-là, ce sont essentiellement les Américains. C'est-à-dire qu'ils mènent de front une culture du passé et en parallèle de ça, on la culture du présent avec toutes les comédies musicales qui sont faites de manière remarquable et qui sont dans des styles très surprenants. C'est pas forcément que dans l'esprit classique, hein. Ça peut être dans l'esprit jazz, dans l'esprit, enfin bon, vraiment le plus diversifié possible. Et là, il n'y a aucune déconnexion, au contraire. Et on a des passerelles permanentes entre cet art contemporain et l'art du passé. Nous, en France, on est très très particulier. Je dis bien nous en France. Parce que vous allez dans les autres pays européens, c'est encore différent. Les Allemands sont beaucoup plus ouverts. Les Anglais sont beaucoup plus ouverts. Les Italiens, un peu moins. Ils vivent pas mal avec leur passé aussi parce que c'est le pays de l'opéra, du bel canto. Bon, voilà. Les Espagnols sont très avant-gardistes. Vous voyez, nous, en France, on est très, on va dire... Il y a eu un virage qui a été fait courant du 19e siècle. On l'a assisté. Malheureusement, je pense qu'on a toujours les mêmes défauts. C'est qu'on assiste aux choses et on va se faire le constat dans 10 ans que mince, on a loupé le coche. Et c'est un petit peu notre drame.
C'est-à-dire que dans le courant du 19e siècle, on a vu que l'opéra, qui était avant tout un art populaire, petit à petit est devenu un art mondain. Et les gens allaient à l'opéra essentiellement pour se faire voir des autres. Dire à la limite, peu importe l'œuvre qu'ils allaient voir, ils étaient dans leur loge. S'ils ne voulaient pas assister à l'opéra, ils tiraient les rideaux, ils faisaient leurs petites affaires. S'ils voulaient être vus du grand parisien ou du tout bordelais, ils ouvraient les rideaux, ils se montraient. Il y avait une grande part de snobisme, en fait. Et on en est resté là. Après, l'évolution de la musique, c'est évidemment énormément, est devenue de plus en plus complexe. Les œuvres sont devenues de plus en plus complexes. Mais regardez les Américains, par exemple, ils sont capables de faire des œuvres extrêmement complexes pour un public très élitiste, mais ils sont capables aussi de faire des œuvres d'une grande simplicité pour plaire à tous. Et nous, on l'a pas. Et ça, on l'a pas. Donc, créer des opéras modernes, oui, il y en a. Il faut savoir qu'on ne crée pas un opéra comme ça sur un coup de doigt. Hein. Il faut avoir un bon livret, c'est énormément de travail de créatif, musical, faire le lien va-et-vient sans arrêt avec l'histoire. Enfin bon, c'est quand même des mois et des mois et des mois de travail pour un compositeur, pour un artiste, pour un scénographe. Enfin voilà, c'est une grosse machine. C'est comme les comédies musicales actuelles, hein, se montent pas en un claquement de doigts. C'est 1 an, 2 ans de préparation, quoi. Donc c'est voilà. Alors vous me direz, le cinéma c'est pareil, mais on crée beaucoup plus de films que d'opéras. Mais il y a une déconnexion qui s'est faite spécifiquement en France depuis la moitié du 19e siècle et on a du mal à revenir dessus. D'où les problèmes de l'opéra actuel, d'où les problèmes de l'image dont souffre le musicien classique, la musique classique en général. Alors que vous regardez la télé et vous avez un chanteur contemporain de variété qui est accompagné d'un orchestre symphonique, vous allez trouver ça fabuleux. Là, il y a une connexion qui s'est faite. Mais c'est une fois tous les... Je suis, hélas, très d'accord, en partie. À chaque fois qu'on parle d'opéra, de livret, on est constamment dans l'histoire de l'opéra, en train de dire « ce livret, ça a fait scandale, ça a fait scandale, ça c'était très osé pour l'époque, etc. etc., etc. » Et force est de constater qu'on n'y est plus. À ça. Des histoires de maintenant, je suis désolé, par exemple, il y a... Alors, il commence... certaines choses se font, mais malheureusement, il y a plein de choses pour répondre à ça. C'est qu'on se retrouve avec des opéras qui ont du chiffre à faire. Donc ils disent, il faut qu'on remplisse. Comment on va remplir? Avec les gens qui viennent d'habitude. Bon, ben, qu'est-ce qu'ils aiment le plus? Et alors, on se retrouve tout le temps avec Traviata, Nabucco, etc. Certains titres, Carmen, non mais osons le dire, Carmen évidemment, Don Giovanni, etc., etc. On a quelques titres. Après, ils se disent, ah ouais, mais il ne faudrait quand même pas qu'on nous taxe d'être ringard. Donc, on va prendre un metteur en scène qui a rien à... mais souvent qui ne vient pas de l'opéra du tout. Donc un cinéaste, un peu à la mode, un truc comme ça. Qui dit, oui, moi, il y a une relecture et tout ça. Et on part dans des trucs où on n'est plus du tout dans le thème. C'est-à-dire qu'une histoire faite à un moment, je prends l'exemple de Don Giovanni, Don Juan, thème que vous devez tous connaître, au moins par Molière, et peut-être certains un peu par Mozart. Il y a eu énormément, ça a commencé par Molina, etc. Il y a eu énormément de Don Juan différents. Maintenant, on essaye de faire dire tout et n'importe quoi à Don Juan, qui est un mythe très précis. C'est un mythe de quelqu'un, non pas un grand coucheur, c'est anecdotique, on s'en fiche de ça. C'est quelqu'un qui dit non à Dieu jusqu'au bout. C'est quelque chose sur la damnation. Donc, c'est dans un contexte, en tout cas dans la lecture de Molière, et celle en tout cas que moi j'avais voulu défendre, mais en tout cas dans le contexte du début. Non, mais il y a plein de Don Juan différents, mais là je parlais de Molière, Mozart et Molina, en tout cas. Mais on se retrouve dans des choses qui n'ont rien à voir. Le commandeur a une fonction très très précise et on se met des fois dans des situations pour pouvoir faire dire des choses. Oui, alors non, alors finalement c'est dans une entreprise, et puis ça se passe ça, et puis finalement, alors on va dire que c'est un handicapé mental, commandeur, pour le ridiculiser, parce que c'est la figure d'autorité, etc. Des choses...
En tout cas, par exemple, des thèmes, bon, moi je suis catholique, mais ça on fait ce qu'on veut, c'est pas le problème, mais en tout cas, dans un contexte précis, quand ça a été créé, le catholicisme n'était pas quelque chose de ridiculisé. Donc si on le met ridicule, excusez-moi, on est en train de dénaturer le truc. Revenons sur Carmen, par exemple. Carmen, la corrida est très importante dedans. On pense ce qu'on veut de la corrida. Mais si on met en scène Carmen et qu'on essaye de ridiculiser la corrida dedans, on détruit tous les personnages. Tous les personnages. C'est-à-dire que Escamillo devient quelqu'un de ridicule, c'est-à-dire que ça fait une troupe ridicule. Il faut essayer de rester dans les thèmes. On peut les dire différemment, mais il faut rester dans les thèmes. Tout ça pour dire que maintenant, au lieu de faire ça, c'est-à-dire de faire dire tout et n'importe quoi à certains ouvrages, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas un peu les moderniser ou avoir un angle un tout petit peu différent, mais entre un angle et prendre à 180 degrés un ouvrage, il y a une différence. On ferait mieux de faire des nouveaux livrets. Des nouveaux livrets. Et ça existe. Enfin, les scénaristes de séries, ça pleut, il y en a des géniaux. Pourquoi on n'a pas le Breaking Bad de l'opéra? Pourquoi a priori ça fait sourire, on se dit mais non c'est pas possible. Mais expliquez-moi pourquoi. Mais non. Pourquoi il n'y a jamais d'homo dans les opéras? On en connaît plein, ça fait partie de la vie, c'est comme ça, c'est pas un tabou, ça fait partie. Il y a plein d'histoires à faire avec. Alors s'il y a eu un Brokeback Mountain fait dans un opéra, mis en musique. Pourquoi on doit rester dans les clichés que dès qu'il y en a un, ça doit être pour un rôle de caractère, pour faire une grande folle dans un coin? Ça veut dire qu'on est en train de pas du tout comprendre l'époque qu'on a maintenant. Pourquoi on nous bassine, et encore je fais partie du club, avec des opéras qui parlent de christianisme, alors qu'on s'en fout maintenant? Pourquoi on fait les dialogues de carmélites où on veut absolument enlever les croix partout, et avec des chanteuses russes qui ne savent même pas ce qu'elles racontent? Donc on est en train de faire des choses aberrantes à l'opéra. C'est devenu, il y a des points. D'ailleurs, je vais un peu arrêter parce que je commence à devenir très triste par rapport à tout ça. Mais en tout cas, alors si, il y a des éléments, il y a des opéras. Elephant Man a été fait récemment par Laurent Petit-Girard. C'est complètement audible, c'est génial, c'est une très belle œuvre, inspirée du cinéma. Voilà, il peut y avoir plein de, mais voilà, il faut recréer une dynamique complètement. C'est-à-dire, il faut refaire des ouvrages. Alors, Camille, avant de te le laisser. Une différence par rapport au cinéma, quand même. D'abord, je vous trouve un peu, là pour le coup, un tout petit peu avec l'a priori, sur dire les choses n'évoluent pas alors qu'il y a beaucoup d'effets spéciaux avec des post-prod, etc., avec le cinéma. C'est pas vrai. Si vous regardez l'histoire des scénographies, si on regardait un opéra de 1950, mais on se pisserait dessus tellement c'est ridicule. C'était des grandes toiles peintes derrière, il n'y avait pas de mise en scène, etc. Ça a été le grand siècle de la mise en scène. On a fait beaucoup de choses différentes. Il y a de la vidéo qui est de plus en plus, ça a énormément évolué. Donc scénographiquement, là peut-être que par contre c'est un a priori, allez-y, parce que vous verrez qu'il y a beaucoup d'ouvrages qui sont gonflé au niveau de la scénographie, où il y a vraiment du spectaculaire et des choses différentes. Et ensuite, il y a quand même un élément par rapport au cinéma. C'est que quand on revoit un grand classique, on revoit les mêmes acteurs. Quand on va voir un Carmen 10 ans après, ce ne sont pas les mêmes. Et c'est un art vivant. Chaque interprète y amène quelque chose quand même de différent. En dehors même de la lecture de mise en scène, si elle est raisonnée, est quand même un tout petit peu différente. J'ai été très long et j'espère pas ennuyant. Pardon, je te donne la parole. Je voulais juste faire le lien avec le cinéma. Très souvent, les sujets de cinéma, ce sont toujours les mêmes qui reviennent. Citez-moi des idées nouvelles, même parmi les films les plus ou les séries les plus folles de nos jours, c'est toujours la même thématique de fond qui est là. Elle est juste enrobée avec un outil ultra moderne, des personnages ultra modernes et toute une scénographie qui va bien avec. On peut la voir ça au cinéma, et les thématiques que vous avez dans les films, vous les retrouvez toutes dans l'opéra. Il se trouve que, comme disait Emmanuel, l'opéra, c'est avant tout un art du spectacle vivant. Donc si vous allez voir Carmen avec plusieurs lectures différentes, comme vous pouvez avoir plusieurs versions d'un Sherlock Holmes, d'un King Kong, de je ne sais pas quoi encore au cinéma, c'est pareil. Vous allez assister tous les 2 ans à un opéra Carmen quelque part dans le monde, vous aurez une lecture différente, telle que vous pouvez avoir un film sur le même sujet avec une lecture différente fait par d'autres réalisateurs. On retrouve exactement la même chose, et c'est vrai que quand on voit l'évolution de la scénographie, de la mise en scène, dans l'opéra, on voit bien que le cinéma a eu d'énormes influences, le jeu des acteurs a eu d'énormes influences sur l'opéra. Et maintenant, on va dans un style d'opéra où les acteurs jouent vraiment.
On a eu une période, j'ai en mémoire un chef que j'aime beaucoup, qui est Herbert von Karajan, qui disait, à une époque, il a été extrêmement critiqué quand il avait fait Carmen, justement, parce qu'en rôle titre de Carmen, il avait pris une artiste lyrique de couleur noire. Ah, tollé général. Mais vraiment, hein, tollé général. Et il a dit, ben non, moi je suis désolé, j'en ai marre d'être obligé de fermer les yeux quand je dirige un opéra pour pas voir les acteurs parce que j'ai en face de moi de grosses dindons qui pèsent 300 kilos et qui ont une jolie voix. Moi je veux quelqu'un qui a une jolie voix, qui a un beau physique. Si elle est blanche, noire, jaune, rouge, je m'en moque, je veux un beau physique. Ça a tout révolutionné. Tout révolutionné. Et là, on demande à ce que les artistes lyriques, comme un acteur de cinéma, comme un acteur de théâtre, aient une prestance, une présence sur scène, un physique. Évidemment, il n'y a pas que ça, mais c'est important. C'est important. Mais oui, Carmen, on en a entendu quelques-unes. On a un très beau casting, on a fait très attention. Et on demande aussi aux artistes lyriques à ce qu'ils soient capables de bouger sur scène. Pendant toute une période de l'histoire de l'opéra, je vous dis, on avait des gens de 300 kilos qui arrivaient sur le devant et qui étaient incapables de pouvoir bouger, qui faisaient comme ça. Bon, maintenant, on veut des gens avec des belles voix, qui soient beaux et qui soient capables de bouger comme de vrais acteurs de cinéma. Donc, il y a quand même qui dégagent avec le rôle qu'ils ont à faire, et ils dégagent quelque chose. Oui, bonjour. J'ai une question à propos de la manière dont vous avez gagné votre autorité. Si vous avez appris à diriger sur le tas ou si vous avez reçu une formation. Et ma seconde question, c'est si vous pouviez donner quelques conseils. Manière de diriger en général, pas forcément un orchestre. Oui. Alors, pour la direction d'orchestre, il y a une école pour ça. Il y a même plusieurs écoles. Moi, j'ai eu un maître, je dis toujours que c'est un maître de direction, avec une école bien particulière, qui est l'école allemande, à laquelle je suis très attaché. Donc ça, c'est pour la technique de direction. On apprend à faire des gestes. Et après, mon maître m'a appris à développer ma personnalité. C'est-à-dire, il a essayé de voir un petit peu ce que j'étais, qui j'étais. Et après, fort de son analyse sur ma personnalité, m'a dit voilà vers quoi tu devrais te diriger. D'ailleurs, il m'a dit dès le départ, tu devrais faire que de l'opéra. Je dirige de l'opéra très rarement, je fais avant tout du symphonique. Mais on y vient de plus en plus. Mais par la force des choses, parce que l'opéra est tellement cher, c'est beaucoup plus facile de monter un orchestre et de faire du symphonique. Déjà, c'est assez périlleux, mais un opéra, les risques sont vraiment extrêmement élevés. Après, l'autorité. Alors l'autorité, moi j'aurais tendance à dire, je suis un peu partisan des chefs qui disent on l'a ou on l'a pas. On peut toujours travailler. Il y a quand même un certain dépassement de soi. Il faut vouloir donner. Et pour vouloir donner, il faut s'accepter tel que l'on est, avec ses défauts et ses qualités. Et l'autorité vient de fait, si vous êtes vraiment à l'aise dans vos baskets, quelles que soient les personnes que vous avez en face de vous. En salle de classe, devant un orchestre, devant un chœur, 10 personnes, 100 personnes, 300 personnes. Donc, à partir du moment où vous savez qui vous êtes, où est votre positionnement, vous n'avez pas de problème d'autorité. Je n'en ai jamais eu. Je ne dis pas que je suis un surhomme, mais par contre, je sais qui je suis, je sais ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire. Je ne me risque jamais à faire quelque chose dont je ne me sens pas capable. On me dirait, Emmanuel me dirait, tiens, demain on fait Elektra de Richard Strauss. Je dirais, non, t'es bien gentil, Emmanuel, va fumer dans ton coin. Mais je ne ferai pas, je ne ferai pas Elektra de Richard Strauss, je ne m'en sens pas capable. Je refuse net. Par contre, Carmen, oui. Mais oui, non, voilà. Donc voilà. Donc, et après, l'autorité, elle est là de fait. Dans la direction d'orchestre, mon maître me disait, l'orchestre, c'est la fosse au lion. Parce que vous avez en face de vous une multitude de gens qui seraient susceptibles d'être chefs. Parce qu'être chef, c'est quoi? C'est avant tout être un guide, faire les entrées des différentes familles d'instruments, ça d'accord, mais on est là pour guider, pour donner une lecture d'une partition, et chacun a le droit et le devoir de se faire sa propre lecture d'une partition.
Sauf qu'au final, il n'y en a qu'un qui l'impose. Celui qui est au milieu et qui dirige. Donc les musiciens savent très bien qu'ils doivent, je disais tout à l'heure, j'employais le terme de dictature douce, mais c'est un peu ça. Quand un chef d'orchestre arrive sur scène, devant les musiciens, qu'il connaît ou qu'il ne les connaît pas, de fait, il a une position forte vis-à-vis d'eux. C'est celui qui est le plus fort. Sauf que si les musiciens ressentent une certaine faiblesse, une certaine fragilité dans sa conception, il n'est pas très clair, pas clair dans ses gestes, pas clair dans sa vision des choses, il se fait croquer de suite. Les musiciens mettent le bazar et ils le font craquer. Donc il faut être extrêmement sûr de soi. Si on n'est pas sûr de soi, on se fait bouffer. Mais je dirais c'est pareil partout, quoi. Cette problématique-là n'est pas propre à la direction d'orchestre. Un chef d'entreprise, s'il n'est pas sûr de lui, s'il n'a pas un cap bien précis, il amène sa boîte à la perte. Voilà, un chef d'orchestre, quand il arrive, quel que soit l'orchestre qu'il a dirigé, qu'il connaît, qu'il ne connaît pas, il a un programme à travailler. S'il se pose des questions sur ce programme-là, d'accord, il s'en pose avant, chez lui, quand il travaille à sa table. Mais quand il arrive devant l'orchestre, même s'il a encore quelques doutes, faut pas que ça transparaisse. Il faut qu'il soit hyper sûr de lui. Et à partir du moment où il est sûr de lui, l'autorité se passe de suite. Il n'y a aucun souci. Mais il faut être très sûr de soi, ça c'est certain. Mais ça se travaille. Par contre, ça se travaille. Après, donner des conseils, si vous savez qui vous êtes, et si vous vous acceptez, si vous vous aimez tel que vous êtes, vous n'aurez aucun problème. Enfin, pour moi, c'est l'évidence. Oui, je vais reprendre certains points, évidemment, parce qu'on est quand même d'accord sur certaines choses. L'autorité, pourquoi l'autorité, finalement, c'est pour s'assurer qu'on va aller là où on veut aller, que le groupe va adhérer à ça, et que le projet va être finalisé de la manière dont on le veut. Pour ça, moi je crois qu'il y a 3 éléments. Il faut avoir beaucoup travaillé, soi-même. Il faut être irréprochable. Parce que tout le monde nous attend au tournant. Par exemple, l'arrivée des solistes, ils nous attendent au tournant énormément. Je pense qu'il faut, par exemple, si on n'a pas assez bien travaillé les déplacements, ce qu'on appelle un peu les parcours, par exemple. S'ils arrivent et qu'on leur dit « Non, attendez, l'acte 2, on verra dans une semaine parce que je n'y ai pas trop travaillé encore », déjà, ça c'est fini. C'est fini. Il faut avoir fait, il faut qu'ils sentent en face que, metteur en scène, il a fait son job. Maintenant, je vais pouvoir faire vraiment, vraiment le bien. Il faut que ça s'ouvre aussi un peu plus que l'ouvrage. Il faut connaître à fond l'ouvrage. Il faut aussi, je pense, avoir... il ne faut pas rester que cloisonné dans son job et puis toi tu feras le tien. Par exemple, et ça c'est chacun qui a son histoire. Moi par exemple j'ai été chanteur pendant 15 ans, donc du coup je sais parler à un chanteur. Je sais que quand il me dit que je sais lui dire non mais là tu es sur un mi bémol, tu vas être emmerdé parce que il faut que elle est délicate cette note là je peux pas lui demander si ça il le sent par exemple. C'est tout, dès qu'il y a une distance avec un metteur en scène de théâtre par exemple qui va dire ah mais ce serait bien qu'il y ait un silence là entre ces 2 phrases. Ben non, il n'y a pas de silence parce que la musique elle a été écrite quoi. Donc il faut s'adapter à un truc comme ça. Donc finalement quand il voit quelqu'un qui est vraiment sur le coup et qui sait lui parler aussi en tant que chanteur, ça gagne du temps et puis pouvoir avoir les références littéraires, etc. Pour voir. Donc voilà, être assez irréprochable. Je pense que c'est ça qu'il faut essayer d'avoir. Et ensuite, par rapport au projet qu'on fait, je pense qu'il y a 2 choses. Il faut être confiant dans le fond et dans la forme. Il faut être confiant sur le fond, par exemple, le projet, voilà, la lecture que, par exemple, j'ai essayé d'avoir sur Carmen. Il ne fallait pas que j'arrive et que je leur dise « Bon, j'ai pensé que, à mon avis, Carmen, c'est un peu ci, c'est un peu ça. Mais on va voir, on va travailler, on va voir où ça nous amène. » Oui, ça, c'est un truc déguisé pour avoir rien fait, en fait. Il faut montrer qu'on a réfléchi, qu'on a tourné son truc, que c'est cohérent. Parce que sinon, c'est comme des enfants un peu... c'est comme des ados, les solistes. Ils arrivent « Oui, mais du coup, c'est pas logique quand Zuniga, il arrive et il fait ci. » Il faut avoir réponse à tout. Tout. Et même, il ne faut même pas qu'ils aient envie de poser une question. Il faut arriver à montrer tout un système qui fait que ah ok d'accord, on va rentrer dans ça parce que ce qui est important c'est de faire non pas de tout imposer mais plutôt de leur faire une sorte de parc d'attractions dans lequel ils vont pouvoir être libres
mais ils sont bien surveillés. Je ne vais pas les retrouver dans le RER, ils sont là. Et s'ils prennent des libertés dedans, c'est dans le squelette qu'on leur laisse. Et c'est pareil avec le chef. Quand il dit attention, ça va être tel tempo. Ce qui est génial, c'est quand un chanteur se croit libre alors qu'il ne l'est pas. Non parce qu'on a envie qu'il ne soit pas libre, mais parce qu'on a envie qu'il corresponde avec ce qu'il va y avoir dans le propos général ou avec l'orchestre. Donc il faut toujours arriver à avoir un petit peu le sentiment de liberté. Et ensuite, là je te rejoins sur le style. Je crois pas. J'ai vu, moi j'en ai côtoyé du coup, comme quand je chantais, j'en ai côtoyé pas mal des metteurs en scène. Il y a tous les styles. Et j'ai pas remarqué qu'il y avait le style qui marchait et le style qui marchait pas. Il y a surtout ceux qui ont bossé ou pas. Et je crois qu'il faut aimer son style, il faut le connaître, il faut pas en abuser. Par exemple, moi je parle très vite, je suis très directif sur certains trucs. Il y a des trucs où j'ai une image très très précise, notamment sur les éléments un peu comiques, parce que c'est très rigoureux le comique, c'est très sérieux le comique. Voilà. Et là quand il y a toujours un au milieu qui dit « Ah, mais attends, je préfère ça, c'est marrant. » Non, tais-toi. Hop, on fait ça. Voilà. Il y a des moments où il faut lâcher quand même. Il faut voilà. Mais après, il faut savoir lâcher aussi. La répétition est finie, on va boire un verre. Ça n'a rien à voir. Il faut savoir aussi que chaque... voilà. Il y en a qui parlent pas, qui essayent, ils se forcent à avoir une voix grave tout le temps. Enchaîner. Bon. Oui, pourquoi pas. Il y en a qui parlent beaucoup, il y en a qui parlent pas du tout, il y en a qui sont que à leur table et les gens évoluent là. Moi je suis plus tactile, je vais juste à côté, je montre des exemples, etc. J'aime bien être au contact. Et je crois qu'il faut surtout pas jouer à un autre metteur en scène, par exemple. Et donc du coup à un autre dirigeant. Je pense que si on commence, sinon c'est comme arriver avec un costume trop grand. Eh ben, s'il est trop grand ton costume, mais tu viens pas en costume. Tu viens, voilà, c'est tout. Donc il faut connaître. Mais après, on peut l'adapter. On peut aussi se rendre compte, bon, tu as un style nerveux, très bien. Tu as pété les plombs 5 fois en 2 jours. Tu veux pas te remettre un tout petit peu en question? Oui, d'accord, ok. Mais voilà, il faut... voilà. Et du coup, quand on est dans ces trucs-là, c'est là je pense qu'on est dans les meilleurs rapports, notamment avec les solistes, puisque là en l'occurrence, c'est surtout ça que j'ai en ce moment comme problématique. Et il faut qu'ils nous sentent très très concernés, très préparés et confiants. Et ensuite, il faut être prêt ensuite à échanger quand même. Mais si on a bien préparé, il n'y a pas de crainte de l'échange. On ne se dit pas « Oh là là, il n'est pas d'accord, il va vouloir faire autre chose ». Non. Ouais, ok, on en parle, etc. Et puis, on les canalise un peu. Voilà. J'ai une question pour Lionel. Alors, je suis musicien et j'aimerais savoir, est-ce que vous dirigez que des orchestres d'opéra? Alors non, j'ai avant tout des orchestres symphoniques. Donc je fais avant tout du symphonique. L'orchestre qui participe d'ailleurs à Carmen, l'orchestre Molto Assai, c'est un orchestre symphonique de 80 musiciens. Ils sont tous amateurs éclairés. Il y a des étudiants comme vous, il y a de tous les âges. Donc si vous avez envie, la porte est grande ouverte. Avec plaisir. Vous jouez de quoi? Très bien, parfait. Nous recrutons. C'est les pires, c'est les fêtards. C'est les plus... non, mais, en général, vous savez, on a quand même on a des portraits types des musiciens. Donc, et les cuivres, c'est quelque chose. Mais on fait avec. Par exemple, ce sont ceux parmi lesquels il est difficile de pouvoir imposer quelque chose. Vous voyez, les cuivres. Mais dans le même temps, parce que je reprends un petit peu les propos d'Emmanuel, je les écoute. Je vous écoute, les cuivres. J'adore les cuivres. Je le dis haut et fort. Je vous aime beaucoup, mais vous faites ce que je vous dis. Et ça marche comme ça. Et c'est très bien. Et en général, on s'entend merveilleusement bien. Donc, je dirige beaucoup de formations symphoniques avant tout. L'opéra, c'est un des aspects pour lequel l'orchestre symphonique est nécessaire. Voilà, c'est l'une des formes musicales pour lesquelles l'orchestre symphonique est nécessaire, mais je dirige un petit peu tout. Après, pour revenir, la différence que peut avoir Emmanuel par rapport à moi, c'est que même s'il a un cadre extrêmement précis
dans sa tête et qu'il faut être fort. Je pense que le constat que vous pouvez faire par rapport à nous deux, c'est qu'il faut qu'on soit hyper sûr de nous quand on a affaire aux différents artistes, que ce soit musiciens d'orchestre ou solistes. Emmanuel peut laisser une petite marge de manœuvre aux solistes. Il peut les laisser être force de proposition sur certains aspects. Il accepte, il n'accepte pas. Pour moi, ce n'est pas possible. En tout cas, c'est difficilement possible. On peut me proposer, si ça sort un peu trop de mon cadre global de la lecture que je me fais de l'œuvre, je refuse. Puis là, c'est catégorique. Puis en général, enfin, je dis un non ferme et massif dès le départ. Par contre, vous savez que dans une version, dans une symphonie ou même un opéra, il y a toujours des solos d'instruments qui interviennent à droite à gauche. J'ai une idée, mais si la personne qui est en face de moi joue son solo d'une manière très convaincante, avec une lecture qui n'était pas celle que j'aurais imaginée, si ça me plaît, je dis oui. Alors il y a quand même une petite marge. On peut laisser les gens quand même proposer des choses. Par contre, il faut partir voilà, du principe que on a 20, 30, 40, 60, 80 personnes en face de soi et il faut qu'on soit un tuteur hyper solide. Et pour être un tuteur hyper solide, il faut imposer. Annie-Claude le voit bien, les expériences chorales. Voilà. Mais ça se fait toujours avec beaucoup de bienveillance et de gentillesse. Bonjour. C'était pour savoir comment vous faites si le jour de la représentation, une de vos voix tombe malade ou est plus disponible. Alors, ça n'arrivera pas. Non. Si ça arrive, il y a plusieurs cas de figure. Je te laisse répondre ? Allez. Il y a plusieurs cas de figure. S'il y en a un, par exemple, qui est malade, donc il va pouvoir chanter, mais ça va être vraiment moins bien. Des fois, on fait une annonce avant le spectacle. Ça arrive. Voilà. Une telle est souffrante, elle tient à faire quand même la représentation, voilà, mais voilà. Pour que la presse ne dise pas « Ah, c'était pas très fort, etc. » Bon, mais voilà, on sait. Mais voilà. Des fois, il y a des doublures. Des fois, il y a des représentations où il y a des doubles castes. Donc, le lundi, c'est une telle, le mardi, c'est une telle. Bon, s'il y en a une qui est malade, une fait 2 jours de suite, et là, on n'a pas trop le problème. Ce qu'il peut y avoir aussi, c'est quelqu'un qui est sur scène, mais alors qui est complètement aphone, qui ne peut pas. Ou alors, le rôle est vraiment tellement difficile qu'il ne peut pas le chanter un peu moins bien. Ce serait en tout cas au détriment du spectacle. Alors là, ce qui arrive des fois, c'est que la personne, c'est arrivé à Philippe une fois à Massy sur Don Giovanni, celui qui faisait Don Giovanni avait mangé du chinois la veille qui manifestement n'était pas très frais. Du coup, le lendemain, impossible, déjà bon, on avait peur apparemment qu'il mette des pâtés sur scène, mais surtout impossible de chanter et de faire un séducteur dans tout ça. Donc il a fait au mieux sur le mouvement, mais alors chanter c'était vraiment impossible. On a fait du coup venir un autre baryton qui était dans la fosse d'orchestre et qui chantait les parties, et l'autre sur scène était en playback. Alors on prévient évidemment le public sur un truc comme ça, on fait comme ça. Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore ? Qu'est-ce qu'il y a eu comme cas ? Moi j'ai eu récemment dans un spectacle que je mettais en scène où je faisais un petit rôle comme ça pour dépanner, et il y en a eu un qui est parti à l'hôpital, tout va bien maintenant, enfin qui n'a pas pu assurer la remontation du lendemain. Eh bien j'ai combiné, hop c'est un peu grand, c'est pas grave, et ça marchait, je pouvais faire les 2 trucs. Des fois on remplace un peu au dernier moment. Qu'est-ce qu'il peut y avoir des fois des coupures d'air aussi au milieu. Du coup, on se dit, on va pas faire si. Voilà, des fois j'ai eu fait ça, des fois. Des représentations où quelqu'un ne se sent pas tel passage parce qu'il est trop malade. On fait quand même le spectacle, mais il n'y aura pas un passage trop difficile vocalement. Après, il y a eu des cas, il existait des cas très très embêtants. Par exemple, alors c'est pas pour malade. Des gens qui, par exemple, sur une tournée, n'avaient pas compris que ça reprenait plus tôt. Et puis on les appelle et on leur dit on t'attend le maquillage, hein ? Ah, mais je suis à Amsterdam, là. Hein. Et voilà. Donc là c'est plus embêtant. Parce que là, c'est où on prend quelqu'un qui n'a absolument pas vu du tout le rôle au dernier moment, soit on fait une annonce, soit il faut rembourser la salle. Et là, c'est pas pareil. Voilà. Et récemment, il y a eu un exemple à Toulouse, je ne sais pas si tu as suivi.
d'un ténor, où on a annulé toute une représentation, et on a appris qu'en fait il était au poste, parce qu'il avait plus ou moins tabassé sa copine, et voilà. Donc là, il va falloir, à mon avis, il va banquer. Voilà. Ça peut être aussi l'objet d'un lancement de carrière. C'est-à-dire qu'au dernier moment, vous avez un soliste qui est malade et qui ne peut pas venir, et très souvent, ceux qui de suite rentrent dans la carrière avec un éclairage extrêmement important, c'est parce qu'ils ont remplacé au pied levé un artiste qui était malade. Que ce soit chanteur, soliste, instrumentiste, chef d'orchestre. La plupart des chefs d'orchestre, en général, quand ils ont une carrière brillante d'un seul coup, c'est parce qu'au pied levé, on les a appelés 2-3 heures avant. Et hop, il y a un tel qui est malade, vous connaissez l'œuvre? Oui, très bien, bah, allez, hop, on vous attend, on vous amène une voiture et vous venez diriger à sa place. Et si ça marche, clac, ça décolle. Ça peut arriver. Et puis c'est tout bénef, parce que là, on arrive, on est le sauveur de la soirée. On est des dieux. Voilà. Donc tout à l'heure, vous nous parliez de votre projet qui ressemblait quelque part à une entreprise, c'est-à-dire que vous avez pris des risques, etc. Et la question qu'on se pose nous, c'est-à-dire qu'on suit des études professionnelles, et est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre des risques aussi démesurés et de partir dans des projets aussi ambitieux, on va dire? Alors pour ma part, je vous réponds oui, de manière très ferme et catégorique, parce que je suis un passionné et que je ne vis que de projets. Et je vous disais tout à l'heure, ma carrière est bâtie sur des outils que je me crée moi-même. Je dirige à droite à gauche, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, mais si ça marche. Oui, c'est bon. Ouais. Mais le jeu en vaut la chandelle, et on fait en sorte que ça marche, que ça réussisse. Par contre, c'est une vraie problématique de savoir comment arriver au bout pour que ça marche. Voilà. Mais c'est une remise en question permanente. Et moi, j'adore ça. Ça me donne de l'adrénaline, c'est sympa. Voilà, faut pas en avoir peur. Il faut foncer. Comme vous auriez l'idée d'une entreprise, la création d'une entreprise. Vous croyez jusqu'au bout à votre idée, ben vous y allez à fond, vaille que vaille. Et puis vous essuyez quelques obstacles. D'accord, très bien. Bon, ben on rebondit, on se remet en question. Pourquoi ça n'a pas marché? Et après, on trouve une meilleure solution. Et puis voilà. Mais moi, c'est évident parce que je suis vraiment passionné. Oui, après, voilà, c'est ça, c'est se remettre en question tout le temps. On en parle dès maintenant. Nous, on prépare déjà la fabrique de l'an prochain. Il y a déjà dans le process des choses qu'on veut améliorer. Donc ça, il faut savoir se remettre en question sur certains points. Mais j'allais prendre à l'envers. Si on commence déjà à se dire, est-ce que ça vaut le coup de... Bon, ben alors là, déjà, il ne faut pas faire de la culture. Déjà. Et voir, est-ce qu'il faut se dire je vais être chef d'entreprise. Je pense que si on... Voilà, il faut se dire... On y va, on fonce, ça va le faire. Après, bon, ça l'a pas fait autant qu'on voulait, etc. Alors, on comment, etc. Après, on peut changer et prendre une autre idée, un autre truc, mais je pense quand même que c'est un peu inhérent. Il faut être un peu passionné. Si on est un peu frileux de tempérament, vaut mieux être un très bon technicien ou un conseiller. Mais chef de projet, il faut être un peu taré comme lui. Sinon, c'est pas une bonne idée. Désolé. Hein. Oui. Donc, je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, notamment par rapport à l'Italie, où vous disiez que les gens vivaient pas mal sur la culture du passé. Et aussi par rapport à ce que vous disiez quant à l'opéra, qui est un art en déperdition, qui perd de plus en plus de public. Il y a un homme en Italie qui s'appelle Dario Fo, donc qui a reçu le prix Nobel de littérature en 97, qui lui, justement, s'est déplacé dans les usines et a monté des troupes temporaires pour porter l'opéra justement dans les milieux les plus populaires et finalement inclure les habituels marginalisés de la culture finalement dans cette forme de culture-là. Est-ce que ce serait un projet, un défi qui vous intéresserait, vous, de dépasser cette mise en scène en spectacle pour vous déplacer dans des usines, des milieux populaires? Mais vous parlez en tant que spectateur ou en tant qu'acteur parce que je pense que je me demande si c'était pas il les intégrait dans les pièces aussi, je crois, non? C'était Alors oui, il a aussi fait intervenir, il me semble, des détenus. Voilà. Mais il s'est aussi déplacé dans les usines pour que des gens soient à la fois acteurs, mais d'autres, bien sûr, étaient spectateurs. Tout ça est très intéressant. Excusez-moi. Tout ça est très intéressant. Le problème après, et on revient un petit peu à la problématique du début sur le comment et le
le quoi et le comment. C'est-à-dire que si on se dit on veut faire un opéra, il ne faut pas se voiler, il y a quand même un savoir-faire qui fait qu'on ne peut pas partir à partir de gens qui n'ont jamais fait ça. Alors ça peut être aussi sur de la figuration, sur des choses particulières, mais ce sera toujours un tout petit peu... C'est se voiler la face, c'est se mentir que de dire eh, on va faire Carmen, qu'avec des détenus, on va monter ça en 6 mois. Non, c'est pas possible. Par contre, qu'il soit acteur de certaines choses, et là, par exemple, c'est vrai, ça aurait très bien pu être sur le principe de la fabrique. On aurait pu très bien imaginer des costumes et des décors réalisés par des détenus. C'est vrai, c'est tout à fait. Et créés en tournée dans des choses comme ça. Alors je sais que moi je m'étais un peu penché avec ma troupe pour ça, pour jouer en prison. C'est assez difficile. C'est pas facile. C'est pas facile à faire à tous les niveaux. Mais évidemment, des démarches comme ça, il faut aller à la rencontre bien sûr des gens. Mon seul bémol sur ça, c'est un peu le côté un peu marketing. Voilà. Parce que, voilà, dire c'est formidable, on va faire un truc. Voilà. Il faut aussi que ce soit réalisable. Et puis, si on défend un genre, il ne faut pas le faire, il ne faut pas le bafouer. Parce que, oui, chanter le petit bonhomme en mousse avec n'importe qui, on peut. Chanter la ballerina Carmen, non. Donc, du coup, il faut. Mais comme il y a tout dans un opéra, je pense que n'importe qui pourrait mettre sa patte dedans, mais à certaines choses. Oui, je pense qu'il faut se méfier aussi, aussi bonne soit l'idée, l'intention et la réalisation de cette idée, il faut faire attention au côté buzz et communication. Il y en a qui sont phénoménaux là-dedans. C'est avant tout des effets de buzz. Est-ce qu'il y a une réelle volonté d'ouverture et d'amener à soi voilà, moi c'est toute le... Je réfléchis beaucoup à ça. Après, je suis un peu partagé. Par exemple, pour les mini-concerts, j'avais des enseignants qui me disaient est-ce que vous ne pourriez pas venir avec l'orchestre dans notre école? Moi, j'ai quand même une problématique de fond qui est le financement de mon orchestre. Si je joue devant 20 personnes ou si je joue devant 1000, c'est pas du tout pareil. Vous voyez et alors ça, déjà, c'est un problème qu'il faut résoudre. Ou alors, il faut que je sois ultra subventionné, ce qui n'est pas le cas. Je fais que du privé. Oui. Alors, vas-y, dis un mot, parce que je dirai un mot sur toi après. Vous me direz, il y a la vidéo de toute façon, hein, je verrai. Merci, c'était très intéressant et je suis ravi de faire cette rencontre avec vous. J'espère que vous viendrez voir Carmen, parce qu'on en parle, mais il y a un moment, il faut quand même, voilà. Voilà, je vous laisse en bonne main et à très bientôt. Et merci beaucoup. Bon, après, ce que je voulais ajouter par rapport... 15 heures, très bien, parfait. Ce que je voulais ajouter par rapport à Emmanuel, c'est qu'on se connaît depuis un petit bout de temps déjà, et on adore travailler ensemble, on est un parfait binôme, ce qui n'est pas souvent le cas dans l'opéra. C'est-à-dire que l'un des problèmes de l'opéra, c'est que à l'heure actuelle, les maisons d'opéra choisissent, les directeurs d'opéra ou directrices choisissent les solistes, choisissent un metteur en scène, sans qu'il y ait forcément de lien, et choisissent un chef d'orchestre. Si la mayonnaise prend, tant mieux. Si ça ne prend pas, tant pis, c'est erreur de casting, mais il faut aller jusqu'au bout. Et très souvent, c'est erreur de casting. Et moi, je ne fais que des projets avec les gens que j'apprécie énormément. Et donc, je lui ai proposé la mise en scène, et je sais que si je veux monter des opéras, c'est avec lui que je veux travailler, parce que musicalement, comme il est musicien en plus, on est toujours sur la même longueur d'onde. Donc j'ai aucune brouille possible avec lui et je sais que je serai toujours en accord, on sera toujours en accord tous les deux. Et on l'a prouvé tous ces derniers jours avec les solistes, on était toujours pile poil d'accord sur leurs intentions, les tempos, et ça c'est très important. Après oui, voilà, je vous disais la problématique que je me pose, c'est est-ce que je dois tout décloisonner et jouer partout? J'aurais pu venir ici avec des musiciens aujourd'hui puis vous faire un petit quelque chose. Ou est-ce que j'ai tout intérêt? Est-ce que vous preniez l'initiative de venir à moi
dans une salle de concert pour vous faire découvrir l'enveloppe globale et le côté magique du concert. Voilà. Alors pour des détenus, c'est particulier, évidemment. Ils sont dans un cadre tellement contraint qu'on ne peut pas faire ça. Mais la démarche des mini-concerts, la démarche de la Fabrique Opéra, c'est d'amener les gens vers nous et non pas nous d'aller vers eux. Dire, je vais vers vous, comme aujourd'hui, en venant vous parler, en répondant à vos questions. Des conférences, j'en fais tout le temps. Je peux vous parler des heures et des heures de mon métier, de son approche, de tous les aspects que vous voulez. Il n'y a aucun souci. Mais au final, vous viendrez à moi pour assister à un concert. Et c'est ça, je pense, qui est le plus intéressant. Ce qui me tient à cœur, c'est de pouvoir donner aux gens le goût de se rendre dans une salle de concert pour assister à un concert, quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Il n'y a rien de mieux que le spectacle vivant. La télé, c'est bien gentil, mais ça nous a causé énormément de torts. Les gens allument la télé maintenant, on a 100 chaînes possibles, on peut se regarder un concert à n'importe quelle heure de la journée, mais rien ne vaut d'être dans une salle de concert, quelle qu'elle soit, pour assister à du vrai spectacle vivant. Et c'est ça ma démarche. Oui, donc vous disiez que, vous disiez vous-même qu'il y a beaucoup de moins en moins de personnes qui viennent voir un spectacle de ce genre. Et ça doit être frustrant, je suppose, qu'il y ait moins de gens qui s'intéressent à un tel travail. Et du coup, qu'est-ce qui vous plaît autant dans votre... Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce que justement, l'idée de vous convaincre de venir à moi. C'est ça qui est le plus passionnant. Alors, il y a pas beaucoup de monde au concert, quoique... la problématique que nous rencontrons, c'est qu'il y a un public pour la musique classique, sauf que ce sont des personnes âgées. Voilà. L'idée, c'est de vous convaincre, vous, jeunes, que vous y avez votre place. Donc, d'où notre démarche de venir à votre rencontre, et puis d'essayer de vous persuader de l'intérêt que vous auriez à venir assister à un concert. Et c'est ça qui me plaît dans ma démarche. Ça va faire 25 ans que je ne fais que ça. Même les concerts, je dis toujours un petit mot en début de concert. Je présente les œuvres, je présente les compositeurs, je dis toujours 2-3 petits mots pour que les gens s'approprient le concert et se disent pas « Oh là là, ça y est, on m'a forcé à venir voir Carmen de Bizet, j'ai passé 3 heures, je vais rien comprendre. » Voilà. Non, je dis un petit mot, voilà, et pour que les gens se disent bah, « Tiens, peut-être que je vais passer une bonne soirée. » Et au final, j'espère que vous allez passer une bonne soirée et que vous aurez envie de revenir surtout. Voilà, c'est ça. Donc ma démarche, elle est là. Donc j'ai un métier qui est super. Je fais un métier de passion. Je m'y donne à fond. C'est vrai que j'ai cette chance-là. C'est et mes parents m'y ont accompagné. Hein, c'est de faire le choix d'un métier pour lequel j'avais une passion. J'ai énormément de chance. Sauf que ma carrière, je me la suis bâtie. Donc oui, j'ai attendu personne, j'ai toujours tout construit et c'est pour ça que j'ai un sens chef d'entreprise assez fort. En définitive, je monte que des projets à droite à gauche et je m'y tiens jusqu'au bout et je gère tout de l'aspect économique, logistique, personnel, rapport humain, artistique, jusqu'à son terme. Et je suis content une fois qu'on est arrivé au bout et que le concert a fonctionné. Et si la salle est pleine, parce qu'avec toutes les conférences que j'ai pu faire à droite à gauche, les gens ont été séduits et ont envie de venir et sont là en masse, ben voilà, je suis aux anges. Bon, merci. Je pense que là, nous devons arrêter cette conférence débat, 1h45 pratiquement. Eh bien, je vous remercie. Merci de votre participation. À vous, étudiants. Et un grand merci à Lionel, donc Gomainville. Ah, voilà.